Le constat chez Sanofi, il y avait 3 éléments. Le premier, on assistait déjà aux premières actions d'utilisation de la messagerie par les organisations syndicales, aux plus grandes dames des managers. Comment ça, ils empêchent mes collaborateurs de travailler? Le corps social en réaction par rapport à cela. C'est la juriste que j'étais qu'ils appelaient à ce moment-là au Voilà, secours. exactement. Le deuxième sujet, c'est que, vous le savez, dans une entreprise, un RH, ça doit aussi réguler, pas réglementer, mais réguler, accompagner les choses. Et puis, on a quelques responsabilités juridiques, là encore, je salue le professeur Ray. En particulier, assurer l'équité entre les partenaires sociaux. Et on s'est aperçu que certains étaient parfaitement au fait de ces nouvelles technologies, d'autres ne l'étaient pas. Ça crée véritablement de la tension entre les partenaires sociaux, ce qui évidemment interagit sur la qualité du dialogue social et au moins des relations entre les partenaires et nous-mêmes. Dernier point, et ça c'était plus pour convaincre la direction générale, parce que quand à l'époque on allait leur parler d'un accord sur l'utilisation des NTIC par les partenaires sociaux, ils disaient mais vous êtes malades. Et sauf qu'en prenant quelques exemples, on utilisait un moteur de recherche très connu, on tapait le nom d'une entreprise, et on tombait sur le site d'une organisation syndicale de l'entreprise en question, avant le site de l'entreprise lui-même. Donc ça, c'est très moteur. Ça, c'est très moteur pour la direction générale. Alors, qu'a-t-on fait à l'époque? Je crois que dans ce domaine-là, il faut être dans une démarche d'accompagnement, en particulier à l'époque, parce que c'était vraiment quelque chose d'assez nouveau, cette régulation. Donc on a signé un accord avec nos partenaires à l'époque, qui était un accord où on était quand même assez frileux par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On a fait en sorte de réguler, c'est-à-dire réguler pour nous c'était faire en sorte d'internaliser les potentiels sites sur intranet de nos partenaires sociaux, également codifier les accès à la messagerie, laquelle diffusion, qu'est-ce qu'on peut diffuser par la messagerie. On n'a pas parlé de tract à l'époque parce que c'est difficile de gérer la diffusion des tracts. On a parlé de messages, d'informations syndicales. Enfin, le dernier point, c'était qu'on se plaçait véritablement dans une logique de pool. C'est-à-dire que, quand je dis ça, c'est les collaborateurs comme pour une distribution d'un tract manuel pouvaient parfaitement le refuser. Donc, c'est-à-dire se désabonner de la liste de diffusion. Et ultime précision, le tract en lui-même, si on peut l'appeler comme ça, était en pièce jointe. Donc voilà, c'était au tout début, ça s'est passé comme ça. Et véritablement, le choix est resté aux collaborateurs. On a mis aussi également en place un système de formation de nos partenaires sociaux, bien entendu, pour qu'ils aient tous le même niveau d'acquisition de connaissances techniques pour gérer et faire vivre ces sites intranet. Et puis la vie a commencé comme ça. Une spécificité dans l'accord. Et là, je reviens sur les aspects juridiques où effectivement, il semble parfois que l'on manque encore aujourd'hui d'un cadre réglementaire. On avait fixé les conditions d'utilisation de la messagerie et des sites intranet, mais on avait aussi fixé des sanctions. Les constats qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'évolution, des contenus déjà, certaines organisations syndicales font concurrence aux sites intranet de l'ARH. C'est-à-dire qu'elles vont bien souvent parfois prendre les informations et les mettre elles aussi à disposition des collaborateurs. D'autres sont beaucoup plus créatives. Je dirais que là, autant au départ, on a pu donner à chacun les mêmes bases et les mêmes moyens, autant au fur et à mesure, on se rend compte que certaines organisations syndicales sont beaucoup plus versées dans ce type de communication, d'autres le sont moins. Ce qui est important de savoir, c'est que malgré tout, ça reste une communication alternative, c'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'on a arrêté d'être en contact sur le terrain, parce que c'est quand même le fondamental. Même si de temps en temps, c'est même parfois l'ARH qui allait leur dire mais vous savez, il y a un outil qui a été fait pour les itinérants, utiliser la messagerie, c'est parfait, mais au siège, vous pouvez distribuer des tracts, c'est quand même bien. Ça fait partie du métier. Je considère aujourd'hui que ça a permis au moins dans les relations entre les organisations syndicales et dans leurs relations avec nous, de pacifier beaucoup de choses. Je crois que la régulation qu'on a opérée, on l'a faite grandir, on l'a ajustée au fur et à mesure. Et je crois que là, on arrive à un niveau de maturité certain, pas aussi loin que chez Alexandre, mais on arrive à faire en sorte que ce soit utilisé de manière tout à fait naturelle et automatique par l'ensemble des partenaires. La capacité donnée à nos partenaires de communiquer dans l'immédiateté, ça a aussi une conséquence pour nous-mêmes,
direction, c'est qu'on se sent aussi beaucoup plus libre de communiquer très vite. Et ça, c'est quelque chose, c'est un constat qu'on a fait. Auparavant, c'est vrai, quand on envoyait des documents papier, on attendait qu'on ait pu en discuter avec nos partenaires pour nous-mêmes pouvoir communiquer avec le management, et alors vraiment dans les entreprises où on pouvait le faire avec les salariés. Je crois que cette notion-là a fait que, je dirais, on a effacé des barrières liées au temps pour le plus grand bénéfice du corps social de l'entreprise. Pour ce qui est, je dirais, la logistique de nos activités, il est clair qu'aujourd'hui, on fonctionne énormément par ces nouveaux moyens. On n'est pas encore, comme chez Alexandre, à faire de la téléprésence pour nos réunions, mais j'espère qu'on va y arriver un jour ou l'autre. Par contre, on reste très papier dans nos instances de type comité d'entreprise, CHSCT et autres. Les négociations, on arrive très facilement à échanger et à travailler même ensemble par des voies digitales. Sur les réunions, on a quand même un cadre réglementaire qui nous oblige et qui nous contraint un petit peu parfois. Donc, bien souvent, on essaie de doubler, mais on conserve toujours l'utilisation des supports traditionnels. Les points, comme on dit, les points de vigilance aujourd'hui par rapport à ce domaine-là, pour moi, il est surtout à deux niveaux. Un, c'est de continuer à accompagner, à donner des moyens à nos partenaires, parce qu'alimenter des sites, créer du buzz, créer pour les collaborateurs l'envie d'aller visiter ces sites, il faut véritablement donner des moyens, donner du temps aussi à nos partenaires pour pouvoir le faire. Ça, c'est un gage de réussite, je dirais, du volet digital dans la qualité du dialogue social. L'autre point, c'est aussi ce côté où il faut absolument être vigilant à la déshumanisation potentielle des relations entre nos partenaires sociaux et les collaborateurs, et puis aussi entre les partenaires sociaux et les DRH. On se connaît, on s'apprécie, on aime bien se connaître et très bien se connaître, ça facilite les choses. Ouais, c'est quand même de l'émotion, c'est du sensitif, et on peut pas tout remplacer par le digital. Les deux points essentiels de vigilance. Un dernier point, mais qui est plus spécifique à mon entreprise, c'est que on fait en sorte de donner accès. Il y a beaucoup de métiers en France dans notre entreprise. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de collaborateurs dans bon nombre d'entreprises qui n'ont pas un accès automatique direct au digital sur leur bureau. Ils n'ont pas de bureau, ils sont dans des activités de production, des activités de recherche, et bien souvent, ils n'ont pas un accès direct. Donc là aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille avec nos partenaires.